Elle a été Cécile qui vient. Je savais pas. Secrétaire de séance. Qui est secrétaire de séance? Qui veut être secrétaire de Oui, oui, oui. Ah, il veut bien. Là, tu vois, par exemple, Très bien, bonsoir à tous. Je propose de commencer notre réunion du conseil municipal en vous remerciant d'avoir... voilà, c'est bon. On va attendre qu'elle s'installe. En vous remerciant d'avoir accepté notre convocation à ce conseil municipal extraordinaire consacré au plan d'économie d'énergie que nous allons vous mettre. Alors, avant de commencer, je vais procéder à l'appel. Françoise Doisy. Présente. Djemel Bensassi. Présent. Marie-Claire Loz. Présente. Robert Benazé. Présent. Marie-Christine Roch. Avec une procuration, non? C'est moi qui ai la procuration. À la procuration Cynthia. Oui. Je crois qu'elle est au conseil d'administration, je crois, du collège. Guy Desbonnets a donné procuration à Sébastien Massa. Véronique Roux. Présente. Cynthia Emmerich. Présente. Sébastien Massa. Présent. Lucas Morissi. Présent. Angela Vanuta a donné procuration à Véronique Roux. Marc-Olivier Bensassi. Présent. Christian Correa. Présent. Vincent Didier, donc qui m'a donné procuration. Carole Genguélé a donné procuration à Marie-Claire Loz. Michel Gouret. Présent. Corinne Morissi a donné procuration à Lucas. Sylvie Roux, procuration Djemel Bensassi. Chantal Thomasin est absent. Procuration. Jean Villain a donné procuration à Christian Correa. Denis Paillard. Présent. Dominique Macouc. Présente. Monsieur Yacine Lala a donné procuration à Madame Dominique Macouc. Ludivine Cureau, procuration Monsieur Paillard. Olivier Delmas. Présent. Sandrine Agut-Bosque, donc procuration Laurence Large.
Jean-Michel Garcia Présent. et Laurence Large. Présente. Voilà, donc le quorum est réuni, nous pouvons délibérer. Alors, sur le secrétaire de séance, je propose que ce soit Monsieur Robert Benazet. Alors, donc le premier point concerne l'information concernant les décisions qui ont été prises en application de la délibération du 23 juillet 2020. Donc, c'est le tableau qui se trouve donc en première page de votre dossier. Il y a 3 points. Est-ce que ça nécessite des éclaircissements de votre part? Oui, Monsieur Payat. Oui, c'est à propos du deuxième point, sur une demande que nous avons déjà fait il y a quelque temps, et à plusieurs reprises, à la fois sur le budget de cette opération et sur les montants engagés sur cette opération. Vous faites allusion à quelle opération? Le local de la police municipale. C'est une opération sur laquelle on voit passer régulièrement des factures. C'est une opération générale de rénovation de ce bâtiment. Et donc, on souhaiterait avoir à la fois le budget global qui est prévu et à la fois l'état d'avancement des dépenses sur cette opération. Très bien. C'est peut-être un sujet qui pourrait être abordé en commission municipale. Hein, nous l'avons demandé déjà à plusieurs reprises. D'accord. Et je pense que ça serait utile qu'on puisse avoir des réponses. Tout à fait. Ben, écoutez, il faut... Alors jusqu'ici, la totalité des dépenses n'était pas exécutée. Hein, donc, il y a des contrats de prestation, alors je ne sais pas. C'est justement. Puisque le chantier est en cours. Du coup, je peux avoir une précision. On parle du local actuel de la municipale, on rajoute quelque chose, ou du futur local qui va être du futur. Non, le futur, si j'ai bien compris. Oui. Contrat de prestation de service. D'accord. Voilà. Donc, on vous donnera toutes les précisions. Je propose que ce soit inscrit à l'ordre du jour d'une commission municipale prochainement. Hein, voilà. Alors, avant d'aborder les délibérations, donc le plan d'économie proprement dit, je vous propose d'adopter le compte-rendu du conseil municipal de juillet dernier. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce compte-rendu? Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, merci. Première délibération concerne donc la mise en application de mesures en faveur de la sobriété énergétique. Donc c'est un plan d'économie qui vous est proposé et qui s'impose par un contexte extraordinaire qui nous impose de prendre des mesures de sobriété énergétique sans précédent également. Alors, le contexte, vous le connaissez, c'est un contexte d'inflation des prix de l'énergie qu'on n'avait pas connu depuis des décennies dans notre pays. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur les causes, et vous les connaissez, c'est à la fois, bien sûr, un contexte géopolitique très tendu, notamment du fait de l'invasion russe de l'Ukraine, qui entraîne des augmentations notamment du prix du gaz, mais également dans notre pays, à ce contexte géopolitique, se rajoute un contexte très particulier qui est lié au fait que notre pays est engagé dans un grand carénage, c'est une opération de grand carénage, c'est-à-dire des opérations de maintenance de nos centrales nucléaires, qui fait que la moitié de notre parc nucléaire est aujourd'hui inactif, du fait de ces opérations de maintenance lourde. Or, comme vous le savez, dans notre pays, l'électricité est produite à entre 75 et 80% par le nucléaire. Donc, forcément, ces deux causes principales font que nous avons une inflation des coûts de l'électricité sans précédent. Lorsque vous regardez les prix de l'électricité sur les marchés spot,
en moyenne, par rapport à il y a un an, on a multiplié par quasiment 6. Et vous avez des pics tarifaires qui peuvent être multipliés par plus de 10 par rapport à ce qu'on connaissait il y a un an. Voilà. Donc, c'est vraiment une augmentation sans précédent. Alors, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire qui protège la majorité des petites entreprises et les particuliers contre cette augmentation de l'énergie, ce qui fait que sur un an, on a une augmentation du coût de l'énergie de 23%, hein, mais compte tenu de ce bouclier tarifaire, enfin, pour les communes, c'est pas, ce bouclier ne s'applique pas. Voilà. Donc, si on veut anticiper des difficultés à venir sur notre budget, parce que cette inflation des prix de l'énergie aura des conséquences financières très importantes si on ne prend pas des mesures fortes dès maintenant, eh bien, on pourrait se retrouver en difficulté et on ne voudrait pas être en situation de prendre des mesures d'augmentation de fiscalité puisque nous nous interdisons d'y recourir. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous propose un plan d'économie important, un plan d'économie qui repose sur des mesures à prendre immédiatement et immédiatement mobilisables, notamment le chauffage des locaux des bâtiments communaux, y compris les écoles, avec une limitation à 19 degrés, l'extinction de l'éclairage public et des éclairages ornementaux, sauf quand cet éclairage se repose sur des lampes à LED, des mesures de sensibilisation également des personnels communaux et des associations, des mesures de surveillance de la consommation électrique, notamment par l'adhésion au programme EcoWatt, des mesures également de meilleure gestion de la flotte et des déplacements automobiles des personnels communaux. Voilà, donc on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais pour l'essentiel, voilà les grandes mesures qu'on propose de prendre, qui sont des mesures immédiates, mais sur lesquelles on ne s'arrêtera pas, parce que au-delà de ces mesures je dirais, de gestion de crise, nous allons mettre en place également des mesures de sobriété énergétique, à plus long terme, qui vont s'appuyer à la fois sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans un audit énergétique général de tous nos bâtiments qui nous conduiront à faire des choix d'investissement parce que ce sont des investissements très coûteux. Nous sommes également engagés dans la rénovation, le remplacement de tout notre éclairage public par du LED, ce qui permet de faire des économies de plus de 80% sur la consommation. Nous sommes également engagés sur des mesures de sobriété énergétique et de transition énergétique fortes dans le PLU que nous sommes en train de rénover, notamment la végétalisation de la commune, qui permet à la fois d'atténuer les effets du changement climatique, mais également de participer à la lutte contre ce changement, notamment en stockant du carbone. Des mesures, un PLU qui prévoira aussi une incitation forte au déplacement doux, en bouclant notre réseau de pistes cyclables, en constituant un pôle multimodal sur la gare et puis également donc un PLU qui prévoira des constructions de logements qui répondront aux normes les plus récentes en matière de performance thermique. Voilà un peu globalement dans quel contexte s'inscrit ce plan d'économie et de sobriété énergétique. Je dirais que pour être positif, au-delà du pur aspect budgétaire, il y a aussi je dirais que c'est aussi l'occasion d'adopter des mesures fortes et des mesures durables de sobriété parce qu'au final, on voit bien que sur la durée, c'est ce qui est nécessaire. Bon, voilà, donc la première délibération qui vous est proposée, eh bien, c'est d'adopter ce plan de mesures de gestion de crise, je dirais, immédiate. Voilà, y a-t-il des questions ou des commentaires ?
Oui, Madame Large. Concernant les infrastructures, les équipements sportifs, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les vestiaires? Pour la partie vestiaire? Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, nous avons un thermostat, je parle sous le contrôle des techniciens, mais nous avons un thermostat qui ne nous permet pas de faire de la modulation de température par pièce. Donc, du coup, on est sur 16 degrés sur l'ensemble des locaux en considérant… Alors d'abord, on n'est pas le seul à le faire, hein, c'est une norme qui est généralement appliquée en partant du principe que dans les salles de sport, eh bien, on fait du sport, donc on se réchauffe. D'ailleurs, on assistait quand même à des comportements qui étaient pas normaux, parce que du fait de la température qui était élevée dans ces salles de sport, souvent, moi, les responsables associatifs me disaient il fait tellement chaud qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres pour rafraîchir. C'est quand même pas un comportement très vertueux. Donc, du coup, ça sera 16 degrés sur l'ensemble des équipements des locaux sportifs. Oui, Monsieur Bayard. Juste une question de précision sur l'inflation du coût de l'énergie. Donc, vous avez cité les chiffres de l'INSEE, donc à peu près 23% d'augmentation du coût. Je sais que la commune a fait partie d'un groupement d'achat d'électricité, donc avec le Sicoval. Et quel est l'état de l'augmentation du kilowattheure pour la commune aujourd'hui en 2022? C'est-à-dire entre le 1er janvier et maintenant, on en est à combien et on peut s'attendre à combien? Parce que c'est bien une des questions qui nous est posée aujourd'hui. Alors pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous sommes protégés par le marché mutualisé que nous avons passé avec d'autres communes du Sicoval. Alors, pas l'ensemble des communes, mais en tout cas, nous y avions pris part. J'étais d'ailleurs au comité d'appel d'offres de ce marché. Et donc, pour l'instant, nous sommes protégés. Mais deux incertitudes. D'abord, le prestataire a demandé à renégocier les termes de ce contrat si la consommation énergétique augmentait je crois que c'est de 10% sur l'ensemble des communes qui sont parties à ce contrat. Donc, vous voyez que 10%, ça peut aller très vite. Deuxièmement, je rappelle qu'en cas de circonstances exceptionnelles qui sont de nature à affecter l'équilibre économique d'un marché, le juge, la réglementation reconnaît le droit pour un co-contractant à demander des indemnités, une compensation indemnitaire. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est quand même une grande incertitude. Et nonobstant le fait que pour l'instant nous sommes protégés, et tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas pour autant que ça doit nous empêcher de prendre des mesures et d'anticiper les choses. Non, mais c'est pour savoir où on en est aujourd'hui. Donc ça a un peu augmenté pour nous, c'est ça, cette année. Encore. Potentiellement, avec toutes les incertitudes que vous potentiellement, ça pourrait déraper. Voilà. C'est pour ça que nous sommes très prudents. D'accord. Et pour le gaz, on est dans une situation? Alors le gaz, pareil, nous avons un contrat qui est mutualisé également. À ce stade, c'est pareil, nous sommes protégés par ce contrat, mais là aussi, quand vous avez des prix sur le marché qui sont multipliés par 10 ou 15 selon les jours. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis passé un peu vite. Nous prévoyons aussi des mesures, la possibilité de prendre des mesures, de prendre un plan grand froid lorsque les périodes hivernales, nous serons confrontés à des températures vraiment très basses. Alors des mesures de télétravail, des mesures peut-être de fermeture et de mutualisation de l'accueil des bâtiments communaux, parce qu'il faut se préparer à ces périodes de grand froid où nous aurons à la fois des pics de consommation électrique, donc on ne pourra pas suivre, et il est très probable que les autorités publiques nous demandent de prendre des mesures. Et puis, même si les autorités ne nous demandent pas de prendre ces mesures, on sera certainement confronté à des pics tarifaires sur
sur les marchés de l'énergie. Oui, Madame Large. Vous avez une estimation approximative, pas en termes de budget, mais en termes d'énergie, de ce que ça peut engendrer comme économie, ces mesures de sobriété? Alors, on l'a chiffré, je ne l'ai pas en tête, sur le... Alors, nous, on avait le coût en euros. Sur, par exemple, le simple fait d'éteindre l'éclairage public la nuit génère une économie aux conditions tarifaires de 2022, une économie de 20 000 € par an, ce qui est quand même considérable. Je n'ai pas compris le... 20 000 € par an. Aux conditions tarifaires qu'on avait dont on bénéficiait jusqu'ici. Oui, 6 heures d'éclairage, ça fait baisser la facture de 82 € par candélabre à 48 € par candélabre. Vous voyez que quand on le nombre de candélabres que nous avons, et vous voyez que commence à faire. On pourra l'avoir en quantité d'énergie dépensée. Parce que c'est quand même c'est ça l'objectif, c'est d'être plus sobre. Voilà. Savoir si les consommations. En commission, vous n'avez pas passé tous ces éléments? C'est ça qui est intéressant, de savoir combien on arrive à être sobre. Alors, fondamentalement, on pourra le constater qu'après coup, hein. Attention, hein, parce que c'est très difficile de faire des estimations a priori. Mais oui, on fera un peu. Moi, ce que je propose, qu'on fasse un petit bilan, quoi. Voilà. La formule mathématique est simple. Hein. Vous avez une durée d'éclairage actuelle et vous avez une durée d'éclairage après mesure. Oui, alors sur l'éclairage public, mais je parle de l'éclairage public. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Enfin, il y a aussi le chauffage électrique. Sur l'éclairage public, en tout cas. Oui. Donc, je pense que ce point il est important, mais je pense qu'on pourra. Moi, ce que je propose, qu'on fasse un bilan. Ça sera à peu près sûr de ce qu'on a fait. Oui, Monsieur Delmas. Oui, j'insiste sur ce point-là. Je pense que sur la méthodologie, pour moi, ça pose quand même souci. Il faut que sur ce type de délibération, sur ce type de mesure, on ait une projection de l'effet qu'on espère. Je pense que c'est une pratique de base sur ce genre de choses, que de se donner une projection qui est forcément estimée, parce qu'on ne sait pas quelles sont les températures de l'hiver, etc. Et qu'on vote selon une délibération sans avoir une projection de ce qu'on cherche à gagner, moi, me pose souci. Je pense que ce n'est pas normal qu'on se retrouve avec cette délibération aujourd'hui, sans que ça ait été discuté en commission, et sans qu'on ait la moindre projection de ce qu'on cherche à voter. Oui, mais encore une fois, la projection, ce n'est pas facile à calculer. Enfin, tout va dépendre. Il y a beaucoup de facteurs. Alors, on peut se perdre en conjecture, hein, mais on ne connaît pas quelle sera l'évolution de la température. On ne sait pas. On a la pratique dans les. La pratique des associations dans les locaux, bon, alors on va pouvoir sensibiliser, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Après, ça, on ne maîtrise pas la totalité non plus, vous voyez. Donc les projections, c'est quand même compliqué, quoi. Oui. D'un point de vue technique, c'est beaucoup plus facile de dire on part d'une date, on a telle consommation, l'année suivante, on sait qu'on a diminué de consommation, fait N-1, c'est beaucoup plus simple que de dire bon, il va faire -2 cet hiver, c'est pas possible. Sinon, quand on veut faire sur l'éclairage public, vous avez raison, c'est facile, mais sur du chauffage. Sur le chauffage, on part sur effectivement toutes choses égales par ailleurs. On sait qu'on a consommé tant en chauffant à 20 degrés. En chauffant à 20 degrés ou à 19, à 20 degrés ou à 21 degrés, que sais-je, à telle température pendant la période d'hiver précédent. Toutes choses égales par ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on réduit le chauffage d'1 degré, 2 degrés, 3 degrés? On sait calculer ce genre de choses et ça permet de faire des projections, mais ça permet aussi de dire voilà où on veut aller. Et puis derrière, de pouvoir se dire ben, voilà pourquoi on n'y est pas allé ou voilà pourquoi on a dépassé et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Et c'est ça qui permettra de progresser pour les années. Monsieur Payard, bon, si vous êtes en mesure de le faire, c'est très bien, on est preneur, on est très demandeur. Nous, en tout cas, ce qu'on propose,
c'est plutôt de faire un bilan. Ça nous paraît beaucoup plus certain de faire ça. Après, on peut tout faire, hein, on peut partir d'hypothèses, etc. Sauf que les hypothèses, elles ne valent que par la valeur qu'on leur donne. Hein. Ouais. Michel, ouais. Au-delà des économies financières et autres, ces délibérations elles sont importantes pour le changement de mentalité. Pour prendre connaissance aux gens aussi qu'il faut économiser l'énergie, il faut prendre ces mesures. Donc c'est aussi dans ce sens-là où cette délibération est importante et il faut profiter, je ne sais pas si c'est le terme, mais ça pourra changer les mentalités et aussi donner de l'action publique pour justifier également qu'il faut passer par ces mesures. Moi, je pense que aussi ça, c'est important. Oui, monsieur Garcia. Puisqu'on parle de faire un bilan, est-ce que vous avez déjà, vous êtes sûr d'avoir toutes les données par rapport à l'hiver dernier pour pouvoir comparer en termes d'énergie, de coût et tout ça? Parce que si on veut faire une comparaison à la fin de l'hiver, il faudra peut-être avoir ces données. On a la consommation constatée, donc ça, oui. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut mesurer, hein, c'est toujours pareil, mais le degré de précision qu'on souhaite. Mais en tout cas, avec les données dont on dispose, on pourra, je pense, faire un bilan tout à fait intéressant. Oui. Oui, monsieur Delmas. Oui, je voudrais continuer sur cette discussion. En fait, ces mesures sont bienvenues, elles servent d'exemple. C'est d'ailleurs ce qui est demandé. Pour ça, il n'y a pas de question là-dessus. Le problème, c'est jusqu'où on met le curseur en fonction de l'objectif qu'on cherche à atteindre. Vous n'avez pas fixé l'objectif, donc on ne sait pas quel objectif on cherche à atteindre. On prend des mesures qui sont des mesures un petit peu forfaitaires parce que il y a des circulaires qui demandent, qui proposent, qui préconisent ce genre de mesures. Non, en fait, si on regarde la fiche Codir EcoWatt, par exemple, qui propose des mesures de sauvegarde de l'énergie, quand on regarde ce que vous proposez dans la délibération, en fait, on se rend compte qu'on s'arrête à 3 niveaux sur 9 niveaux, 10 niveaux. Et que, en fait, les mesures qu'on prend ne couvrent en gros que 30% du potentiel de ce qu'on pourrait offrir à l'ensemble des mesures. Donc, le problème, c'est que si on ne se fixe pas un objectif et qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on applique sur ces mesures et qu'on prend juste les 3 premières lignes, on peut dire qu'on a fait quelque chose. Mais en fait, on n'a pas du tout exploité le potentiel qui nous a été donné, justement, de donner l'exemple. Donc, moi, ma proposition, ce serait qu'on donne un objectif chiffré, qu'on travaille sur l'ensemble de ces mesures qui sont dans la fiche EcoWatt. On se propose justement d'abonner à EcoWatt. Il ne faut pas se limiter avec EcoWatt à recevoir une lettre d'information pour savoir quand il y a un problème d'énergie. Il y a des mécanismes d'activation qui sont basés sur l'automatisation par rapport à ces mesures et qui génèrent des savings qui sont qui génèrent des gains substantiels qui vont bien au-delà de ce qu'on génère avec les 3 premières mesures contraintes. Donc oui, ces mesures sont bienvenues, mais je pense qu'on ne fait pas l'ampleur de la mesure qu'on devrait faire. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne donne pas d'objectif. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'on prend des mesures fortes. Le chiffre de 30%, je ne sais pas d'où vous le sortez. Enfin bon, c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé d'ailleurs en commission parce qu'on aurait pu en débattre. C'est toujours facile de dire qu'on ne fait pas assez. Bon, on en fait pas assez. Mais moi, je pense que ce sont des mesures fortes qui nous permettront de réaliser des économies substantielles. Alors après, on le constatera. Hein, c'est toujours pareil. Moi, je constate quand même que... alors après, je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller. Nous, on fixe une température maximum de 19 degrés dans les salles. Alors après, effectivement, hein, monsieur Delmas, hein, on peut faire plus. Hein. On pourrait dire, ben, c'est pas 19, c'est 15 degrés. Après, voyez-vous, ça, c'est vivre un peu dans le monde des idées. Il faut bien voir qu'à l'école, il y a des enfants qui, donc à partir de quelle température on peut concilier l'économie d'énergie avec l'assiduité et le confort des élèves à l'école. Vous voyez, alors ça, bon, on est aussi obligé de le prendre en compte, voyez-vous. Alors, moi, je ne sais pas, peut-être qu'il faut aller au-delà de 19 degrés, hein, peut-être, hein, mais à un moment donné, il y a l'idéologie et puis, vous voyez, il y a la vie quand même. Hein. Monsieur le maire, on n'est pas en train de parler d'idéologie, on est en train de parler des mesures qui figurent dans le programme EcoWatt. Ce n'est pas de l'idéologie. Ce sont les préconisations de RTE, ni plus ni moins. On ne parle pas c'est pas de l'idéologie, c'est ce qui est dans le programme. Vous nous dites qu'on ne fait que 30% du potentiel. Donc ça veut dire que... Non, mais attendez, moi je suis très précis. Je suis précis, moi je suis basique, en plus je ne suis pas un spécialiste de la question.
Aujourd'hui, on propose de chauffer les salles à 19 degrés. Si on ne fait que 30%, ça veut dire que concrètement, il faut aller au-delà. Il ne faut pas mettre à 19 degrés, il faut aller à 15 degrés, je ne sais pas, ou 14. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas du tout le seul levier. En fait, il y a aussi des leviers qui sont dans l'automatisation en fonction des données éco-watts sur l'allumage ou l'extinction du chauffage en fonction des jours où EcoWatt justement identifie un pic. Ça ne change pas la température de consigne. Mais encore une fois, j'invente rien et je ne sors pas des choses pour dire au fond de la grotte. Je vous parle de préconisations RTE qui sont dans la fiche EcoWatt. Ça serait bien qu'on analyse l'ensemble de ces fiches et qu'on se demande quelles sont les mesures qu'on applique dans cette situation. Écoutez, monsieur Delmas, bon, moi je suis prêt à tout entendre. Encore une fois, c'est dommage que vous ne soyez pas venu avec ces éléments lors de la réunion de la commission municipale qui était consacrée à ce sujet, que nous avons pris la peine de réunir, parce que ça nous aurait été très intéressant pour nous de pouvoir en discuter avant, et non pas au moment de voter la délibération. Après, encore une fois, si vous avez des éléments et si vous pouvez nous aider à nous améliorer, on est tout à fait ouvert. Hein. Alors, Robert a demandé la parole. Tous les calculs savants sont uniquement théoriques. Et ça fait fi du comportement individuel et collectif. J'espère qu'ils seront responsables quant à l'économie d'énergie. Pourquoi? Eh bien, mon raisonnement, je le ramène à un niveau moindre, c'est-à-dire chez moi, mais aussi chez le voisin. Qu'est-ce qui nous dit que la température hivernale ne descendra pas au-dessous de 0 degré si c'est -2, -3, -4, -5, -10, comme on l'a vécu la guerre, certaines années, où les canalisations, bien qu'elles soient enterrées, claquaient par le gel. Après, tout le monde ici et les habitants de la commune savent très bien qu'il faut faire des économies d'énergie. On peut très bien faire des économies d'énergie chez soi parce que notre intérêt est en jeu, mais sur les bâtiments collectifs qui ne sont pas isolés et qui mériteraient d'être isolés, on est dans le collectif. Est-ce que les gens qui occuperont ces bâtiments, que ce soit sportifs, culturels, etc., ou associatifs, auront le même comportement? Et ça nous ramène à la nature humaine. Alors, toutes les projections qu'on peut faire sur l'année à venir n'est que théorique. On ne peut faire un bilan énergétique à la fois de la consommation et des économies d'énergie qu'à la fin. Voilà. Il faut surtout que j'avais à dire. Michel a demandé la parole. M. Garcia. En fait, je voulais juste dire que peut-être pour être constructif, vous avez mentionné en début de séance que de toute façon, c'était des premières mesures. Rien ne nous empêche de continuer à travailler et de déployer un certain nombre de nouvelles mesures par la suite dans des commissions. C'est bien l'esprit, M. Garcia. C'est-à-dire, ici, quand même, on rentre dans une période qui est un peu inconnue pour nous. On n'a jamais fait ça sur la commune. Et on n'est pas capable de prévoir l'évolution du climat. Donc, à partir de là, on travaillera et je pense que ce sera très intéressant d'ailleurs. Michel. C'est juste une autre précision, ce que je voulais amener au débat. Et, lors de la commission finance technique, puisqu'on a parlé quand même de technique également, on a pu partager aussi avec les services. Et en sortant de la réunion, des idées foisonnées pour pouvoir. Il y a l'eau, on a discuté de l'eau, on a discuté, il y a tous les fluides, je veux dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est des mesures immédiates avec ce qu'on a, qu'on peut couper, comment on peut baisser les thermostats qu'on a. On peut faire tout l'automatisme que l'on souhaite. Mais là, il y aura des investissements, il y aura des choses à faire. Et je pense qu'on avancera progressivement. Et voilà un peu, on peut dire aujourd'hui des débats qu'on a eus et peut-être des éléments que vous souhaitez. Et en plus, tout ne dépend pas de nous, hein, puisque vous voyez bien que, par exemple, pour les
le changement des lampes par des LED, mais on voulait aller assez rapidement et puis finalement, comme ça ne dépend pas de nous, il faut un budget, il faut l'intercommunalité nous demande de prendre du temps, on ne peut pas tout faire. Comment voulez-vous faire? Oui, monsieur Il Bayard. ne s'agit pas de se mettre sur une posture théorique, comme vous le répétez à chaque fois. Il ne s'agit pas de vouloir aller contre une mesure où on est tous d'accord. Il s'agit d'essayer d'avancer. Effectivement, en termes de politique publique, très clairement, de ne pas se fixer d'objectifs, ça permet de ne pas savoir où on va. Et à la sortie, on fait des beaux bilans. Et puis on constate simplement qu'on a fait ça. On est incapable d'expliquer si oui ou non ce qu'on a fait marcher. On dit simplement, ben voilà, c'est la seule chose qu'on essaie de porter ici, c'est simplement d'aller un tout petit peu plus loin dans la façon de raisonner les choses. Je vous prendrai un autre exemple. Chaque fois qu'on fait un budget, chaque fois qu'on fait un débat d'orientation budgétaire, on ne sait pas quelle est la réalité des recettes qu'on va avoir. Et pourtant, on fait un budget. Donc, on fait des prévisions. Et bien, ici, l'idée, c'est essayer de faire exactement la même chose. C'est pas sorcier quand même. Mais monsieur Bayard, c'est pas. Mais d'abord, je suis pas d'accord du tout avec vous quand vous dites on fait pas de prévisions, mais des prévisions on peut en faire. Enfin, mais on peut tout faire comme prévision. Et du coup, on ne saura pas si on a eu des résultats ou pas. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Moi, je suis désolé. Il suffit de prendre la consommation passée. On mesurera à partir des mesures qu'on a prises, la consommation qu'on aura obtenue, on sera bien en mesure de voir si ça a été efficace ou pas. Voilà. Ou en tout cas, non, ça sera pas. Bon, mais non, parce que vous aurez des courbes de température d'une année à l'autre qui varient tellement. On a eu une année où on a eu, l'année dernière, on a eu 3 semaines. Attendez, laisse-moi finir. Qu'est-ce que vous proposez alors? Tu peux finir ou pas? Alors, les prévisions, c'est mieux. Oui, attendez, laissez finir monsieur Delmas. Bien sûr que les prévisions sont mieux. Parce que si vous faites un bilan posteriori, vous allez avoir des années, vous allez comparer des années qui ont eu des courbes de température très différentes. Si vous faites une prévision, vous demandez à des experts, sur la base de choses qui sont calculables, de regarder ce que 1 degré de moins sur des bâtiments publics avec les surfaces qu'on a veut dire en termes d'estimation. Oui, c'est bien meilleur, je suis désolé de vous le dire. Parce que si vous faites un contrôle a posteriori, vous allez comparer 2 années qui ont peut-être eu des écarts significatifs de température, et ce que vous allez mesurer, c'est l'écart significatif de température. Et certainement pas l'efficacité de la mesure que vous avez. Je suis désolé, c'est un principe assez simple. Alors, monsieur Sébastien Massa. Pourquoi on va communiquer sur ce point? On est tous d'accord parce qu'il faut faire des économies d'énergie. Parce que ça dépend de quel côté, par quel bout vous prenez vous allez toujours nous trouver des défauts. Là, vous venez de dire ça dépend de la température. Tout à l'heure, vous avez parlé d'autre chose. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut arrêter, ne pas douter sur notre capacité pour essayer d'emmener à bien cette économie d'énergie dans le meilleur cas. C'est ça. Donc, vous nous dites, on n'a pas fait de prévision et tout. Mais on fait quand même des projections. Et des fois, nous ne pouvons pas aller au-delà. Vous avez décidé qu'on peut aller au-delà en faisant des calculs savants, mais on ne le conteste pas, peut-être, pourquoi pas. Mais nous, on ne le voit pas de cette manière. Alors, essayons d'arrêter la polémique et avançons. Et lors d'une prochaine réunion technique, ou dans un mois et demi, vous pourriez peut-être faire déjà un petit bilan, 2 mois, et ainsi de suite. Là, on perd un temps. On est dans un débat. Marie-Claire Lose. On est dans un débat, s'il vous plaît. Marie-Claire, pardon. Il faut peut-être préciser pour couper court un peu à ces discussions qui sont un peu nébuleuses, qu'il est prévu un groupe de travail pour que chaque responsable de service propose des solutions. Comme on adhère au plan EcoWatt, on les mettra en relation avec les préconisations EcoWatt et on fera le maximum, et notamment sur le plan grand froid, pour être déjà à l'heure, je dirais, pour pouvoir mettre en place des solutions. Mais le travail est commencé. Bon,
Bien, moi je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi quand même, je souhaiterais dire deux choses. D'abord, vous savez, quand on doit prendre des mesures d'anticipation, d'urgence, parfois on les prend sans avoir fait de savantes études et ni avoir pris le temps peut-être d'avoir fait une thèse de doctorat pour savoir exactement quels sont les objectifs chiffrés. Mais en tout cas, il faut prendre les mesures parce que si on ne les prend pas, eh bien après c'est trop tard. Et deuxièmement, moi sur la méthode quand même, je souhaiterais quand même dire que on a pris la peine d'organiser une commission municipale. Je rappelle que les commissions municipales, c'est des réunions qui rassemblent donc tous les conseillers municipaux, y compris les groupes minoritaires, pour pouvoir travailler sur le plan technique de manière dépassionnée, en ayant un peu de temps pour travailler pour ça, pour approfondir les questions. Vous étiez conviés, vous n'avez absolument pas abordé ce point-là. Je le regrette parce que ça aurait permis d'économiser peut-être du temps sur le vote de cette délibération. Le travail en conseil municipal, il est quand même organisé de cette manière. Voilà. Et c'est dommage qu'à ce moment-là, vous ne soyez pas venus avec des outils, avec des propositions qu'on aurait franchement examinées avec très bonne foi. Voilà. Bon. Et maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi je vous propose de passer au vote. Une dernière intervention, M. Payard, parce que vous voulez avoir le dernier mot. Très court. La délibération commence par vu la circulaire du Premier ministre, etc. D'habitude, quand on commence par vu, ce sont des textes, on fait référence à des textes qui s'appliquent à la commune. Je souhaite que, mais c'est la même chose sur la délibération sur l'éclairage public, où on a une référence à 3 textes de loi, puis à la circulaire du Premier ministre. C'est extrêmement gênant qu'on mélange ces deux niveaux. Et ce que je vous propose, c'est de garder le paragraphe qui est dans les attendus, dans la présentation, qui est simplement la circulaire à donner des préconisations, etc. Parce qu'on n'est pas en référence à un texte qui s'applique en fait aux délibérations de la commune. Voilà. Non, je ne le souhaite pas, parce que je ne vois pas ce qui nous empêche de faire référence à une circulaire, même si effectivement elle ne s'applique pas directement à la commune. C'est quand même une référence, ça marque quand même la volonté de la commune de participer à l'effort national qui a été initié par le gouvernement. Donc non, moi je dis ça parce, pardon, monsieur le maire, je dis ça parce que au cours de la commission, à plusieurs reprises, au cours d'autres commissions ou de conseils municipaux, au cours de la commission où on a parlé de ça, il nous a été dit, oui, la circulaire demande qu'il y ait ça, ça, ça et ça. C'est M. Gouret, je crois, qui avait fait cette remarque, et à qui j'avais dit, non, la circulaire ne s'applique pas aux communes, parce que on n'est pas concerné par la circulaire qui s'applique aux administrations d'État et pas aux administrations communales. Et alors, on n'est pas dans la République. Mais je ne dis pas ça. Alors, on n'a pas le droit Je dis simplement une référence. C'est pas grave. On vient de reperdre encore 15 minutes de lumière. Oui, c'est pas comme quand vous Si. Non, mais M. Payard, on vient de perdre, allez, 2 milliards. Là vraiment, vous pinaillez sur des trucs, mais c'est intolérable. Tandis que vous, jamais. Pardon. Bien, allez, je vous propose de. Tandis que vous, je pinaille, moi. Oui. S'il vous plaît, je vous propose de clore la discussion là-dessus. Je vous propose de mettre au vote. Chacun assumera ses votes. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à la délibération numéro 2, qui concerne l'éclairage public. Voilà, donc pour faire simple, ce qui est proposé, c'est d'éteindre l'éclairage public sur la commune, donc de minuit à 6 heures, pardon. Sauf le samedi où on ira jusqu'à 1 heure du matin, enfin le week-end, pardon. Sauf les axes, nous avons déjà installé du LED, puisque je rappelle que le LED déjà permet de diminuer la consommation électrique de 80% environ. Et en plus, la nuit, on abaisse l'éclairement du LED de 70%. Donc, ce qui fait qu'au total, on a une dépense énergétique très faible. Et donc, ça permet quand même de sauvegarder un minimum de confort visuel pour les usagers, et puis de ne pas trop affecter la sécurité aussi. D'autant plus que ça concerne les grands axes de circulation de la commune. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce projet de délibération? Monsieur Delmas.
une remarque, une question. Je pense que, évidemment, d'un point de vue économie d'énergie, le critère LED, il s'entend tout à fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, d'un point de vue des raisons aussi qui sous-tendent la circulaire et les mesures qui sont prises de protection de la biodiversité, plus le fait de créer aussi des conditions différentes en fonction des habitants et des quartiers et des rues qui sont équipés et prééquipés, personnellement, je préférerais avoir une délibération qui engage aussi l'extinction des LED. Je pense qu'il faut prendre en compte le fait que ce type de mesures, on les voit aujourd'hui sous un œil d'une transition pour passer à un pic compliqué dans le point de l'énergie. Ma conviction profonde, c'est qu'en fait, il n'y aura pas vraiment de retour en arrière. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en train de s'engager dans l'ensemble des communes pour basculer dans un autre mode de fonctionnement au niveau des éclairages. Et je pense que c'est très simple. Et pour cette raison-là, je pense qu'il ne faut pas exclure les LED en fait de cette mesure. Alors, nous ne souhaitons pas répondre favorablement à cette requête pour deux raisons. D'abord, on nous a assuré, le SDEG nous a assuré que lorsqu'on remplace des lampes habituelles au chlorure de sodium par du LED, l'éclairement est dirigé vers le trottoir, enfin vers le sol, donc ça ne gêne pas la biodiversité. Donc, normalement, là-dessus, nous sommes rassurés, d'autant plus qu'encore une fois, on baisse l'éclairement de 70% la nuit. Et la deuxième raison, c'est aussi une question, je dirais, d'arbitrage aussi. Hein. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il y a la sauvegarde de la biodiversité qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte quand même un minimum de sécurité aussi des usagers. Mais sur des axes quand même importants de la commune, il peut y avoir de la circulation la nuit. Il peut y avoir des déplacements également, donc à la fois en termes de sécurité, en termes de sentiment aussi d'insécurité. Hein. Moi, j'ai des habitants qui m'ont dit, bon, certes, mais le fait qu'il n'y ait pas d'éclairage, ça ne me rassure pas. Bon, alors tout ça est très psychologique, très subjectif, je vous l'accorde. Il faut quand même aussi tenir compte de l'acceptabilité sociale. Alors après, peut-être à long terme, peut-être qu'on pourra aller plus loin. On n'est pas fermé là-dessus. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle il faut s'inscrire dans un mouvement. Voilà, il faut évaluer ce qu'on fait, il faut avancer, il faut être concret, il faut aller... et puis après, on mesure et on ajuste le cas échéant. Voilà. Oui, si je peux compléter, je pense que ce que vous proposez là fait plus sens. C'est-à-dire que si on propose une logique d'extinction qui concerne, qui est basée sur une analyse des axes que vous laissez allumer pour des raisons qui sont tout à fait audibles et valables, je pense que c'est plus facile à comprendre pour les habitants que si le critère c'est LED non LED. D'ailleurs, si le critère c'est LED non LED, ça veut dire que quand on aura installé des LED partout sur la commune, on aura annulé la mesure. Alors ça, pour moi, c'est un non-sens, ce n'est pas le sens de l'histoire. Il vaudrait peut-être mieux qu'on construise un argumentaire basé sur exactement ce que vous avez dit, qui est, il y a un certain nombre d'axes qu'on souhaite garder allumés, il y a un certain nombre de zones qu'on souhaite garder allumées, on a des bonnes raisons pour ça. Très bien, construisons-le comme ça. Non, mais on est d'accord là-dessus, mais moi, pour autant, je pense que le fait que ce soit du LED rentre quand même dans l'équation. Parce qu'on n'aurait certainement pas le même raisonnement si on avait des lampes à sodium de 300 watts. Vous voyez, ça, on n'aurait pas tout à fait le même raisonnement. Je pense que là, tant pis. Donc le fait que ce soit du LED rentre quand même dans l'équation, à mon sens. On ne peut pas l'exclure du raisonnement. Pour autant, voilà, je crois qu'on est d'accord là-dessus, on avancera, on tirera des bilans, mais attention, c'est quand même une mesure qui est brutale. Enfin, il faut quand même s'en rendre compte. C'est brutal pour les habitants parce que ça n'a jamais été fait. Une extinction quasi totale de l'éclairage public sur la commune, même s'il y a eu des expérimentations, et c'est très bien, ça a été très riche d'enseignements d'ailleurs, mais ça n'a jamais été fait. Donc, il faut quand même faire attention aussi. Hein. Oui, Madame Acouk. Oui, moi je reviens sur ce que j'ai dit en commission, c'est qu'effectivement ce choix de ne pas éteindre tous les quartiers nécessite vraiment une communication très précise auprès des habitants, sachant que normalement, vous avez parlé de l'expérimentation qui a été faite, elle avait été précédée d'une consultation de la population. Là, visiblement, on n'a pas le temps, on ne sait pas, je ne sais pas à quelle date vous souhaitez mettre en place cette extinction. Hein.
mais quelque part, ça nécessite quand même un temps d'information précise des habitants, y compris ceux qui ne sont pas concernés par l'extinction. Parce que bon, tous les axes ne seront pas, même les axes importants ne seront pas éclairés, puisque certains, il n'y a même pas de lampadaire actuellement. Donc, On est tout à fait d'accord là-dessus. Enfin, je vous rejoins. Il faut effectivement communiquer, c'est prévu. Hein. Nous avons prévu un certain nombre de messages à faire passer sur les supports d'affichage municipaux, sur le site internet, dans le kiosque également. On mettra des informations sur les réseaux sociaux. Mais vous avez raison, il faut communiquer, effectivement. Et à partir de quelle date vous avez prévu de mettre en place? Le plus rapidement possible, dès que le SDEC nous aura permis de dès que vous aurez signé l'arrêté, c'est ça que vous l'envoyez au SDEC? Je vais prendre un arrêté, mais qui sera signé très rapidement, dès demain. Il y a des modifications aussi. Mais après, techniquement, il faut s'adresser à une entreprise, en fait, oui, qui gère le parc d'éclairage public. Donc, ils ne sont pas forcément disponibles de suite. Normalement, ils devraient être disponibles à partir du 17 octobre. Donc, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, bien sûr. Oui. Même si nous, on a anticipé, donc ça nous permet quand même d'être assez prioritaires. Mais normalement, voilà, à partir de la mi-octobre, ça sera mis en place. Merci. Monsieur Payat? Je voudrais revenir sur cette histoire d'axe et de sécurité. Parce que j'ai posé la question lors de la commission. Et la réponse que j'ai eue était que finalement, non, il n'y avait pas de point de sécurité et de vigilance sur la commune. Donc, je pense que ça serait quand même utile qu'on ait des données fixes pour prendre ce genre de décision. Parce que là, vous nous dites de besoin sur des axes importants où il y a de la circulation la nuit, des points de vigilance avec de la sécurité pour les usagers, pour les piétons, etc. Et je vous rappelle, j'ai posé la question très précisément où étaient les points qu'il fallait éventuellement laisser éclairer dans la commune pour des raisons de sécurité. Et au cours de la commission, on m'a répondu, mais il n'y en a pas. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à clarifier les arguments et la position. J'ai une deuxième question, s'il vous plaît, sur les zones artisanales, les zones d'activité, donc Bogue et l'autre. Qu'en est-il finalement? Est-ce qu'elles sont éteintes ou est-ce qu'elles restent allumées? Alors, ça, c'est une décision qui appartient au SICOVAL, puisque c'est eux qui sont gestionnaires des zones. Je parle des zones communales. Oui. Sur la zone de Bogue, donc nous, on a décidé de l'éteindre, si je ne me trompe pas. Et sur la Masquère, alors il y a eu plusieurs positions. D'abord, la position, c'était de l'allumer. Puis, aux dernières nouvelles, il semblerait que la décision ait été prise d'éteindre. C'est éteint. Lucas, tu souhaites intervenir? C'est juste pour vous répondre rapidement, M. Payard. En termes de sécurité, pour avoir des amis qui ont à peu près mon âge, voire même un peu plus jeunes, sur la commune, c'est simple. Ici, est-ce quelqu'un, quand on est mineur et qu'on souhaite rentrer, parce que je pense que la sécurité, c'est avant tout les personnes mineures, c'est ceux qui rentrent en bus. Donc, les endroits où il faut sécuriser un maximum, c'est là où les jeunes filles ou les jeunes garçons peuvent rentrer en bus et jusqu'à rejoindre leur domicile. Mais étant donné que les bus à Escalquin s'arrêtent à minuit la semaine et à 1h en week-end, on considère que ces heures sont liées avec le dernier arrivé du bus, c'est-à-dire le 79 et le 80, en semaine et en week-end. Donc, c'est-à-dire des axes essentiels. C'est celui qui emprunte le 79 qui monte vers le collège et celui de la mairie qui est le 80 et qui rejoint Belborough. Donc, pour l'instant, étant donné qu'on a choisi les heures qui sont minuit la semaine et 1h le week-end, le problème de sécurité là, on l'a réglé indirectement. Voilà. Après, il y en a bien d'autres qui sont liés, mais c'est extrêmement difficile à quantifier en soi parce que tout bâtiment où il y a un minimum de concentration humaine, de fait, devrait être un minimum sécurisé parce qu'il va y avoir du passage. Voilà. Okay, merci Lucas. D'autres questions? Oui, monsieur Payard.
À propos de l'extinction, on avait parlé j'avais évoqué lors de la commission la question des enseignes lumineuses, des vitrines, etc., donc des commerces, des bureaux et du reste. Je voulais savoir où vous en étiez par rapport à ça, monsieur le maire. Alors, il s'agit bien entendu pas d'imposer quelque chose, il s'agit de faire respecter la réglementation concernant l'ensemble de ces... Voilà. Alors sur ce sujet, donc je rappelle, là on parle de propriété privée. Il ne s'agit pas de l'éclairage ou de consommation payé par le budget communal. Donc, ça nous échappe complètement. Et en termes de pouvoir de police, c'est un pouvoir de police qui relève de l'État. Ce n'est pas le maire. Monsieur le maire, je me permets de vous faire passer ça. C'est service public entreprendre. Il est noté. Le maire de la commune est chargé de contrôler le respect des dispositions et de mettre en demeure la personne ou l'entreprise en infraction dans un délai qu'il détermine, et ça concerne les règles d'extinction. Infraction de quoi, monsieur Paillard? Les règles d'extinction qui sont fixées par la loi au niveau national. Pour les commerces et les entreprises. Mais si vous voulez, dans quel cadre? Dans le cadre d'un arrêté municipal de quoi? Moi, honnêtement, sur la méthode, encore une fois, monsieur Paillard, vous avez une méthode de travail qui cherche toujours à nous prendre en défaut. C'est scandaleux. On en a parlé en commission. Vous nous avez dit en commission. On a échangé. Mais alors, pourquoi en commission, vous n'avez pas sorti le texte? Parce que je n'avais pas les infos et que j'ai pris la peine d'aller les chercher, monsieur le maire. Et là, vous sortez le truc en conseil municipal pour absolument essayer de me mettre en défaut. Il ne s'agit pas de vous mettre en défaut, monsieur le maire. Mais si, vous cherchez à faire. Mais si vous nous dites quelque chose en commission, je vais chercher l'information, je rapporte l'information, parce que c'est exactement la même chose. Monsieur Bensassi nous a dit que sur la Masquère, c'était le Sicoval. Faux, c'est toujours le maire. Donc, simplement, ce que j'en retiens, alors, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que la municipalité a l'intention ou pas d'inciter les entreprises à suivre la loi, parce que d'abord, la première des choses à faire, c'est d'inciter les gens à le faire, et si jamais ils ne le font pas vraiment, je vous disais l'autre jour, je suis passé à la Masquère fort tard, c'était Versailles, la Masquère. Donc ça pose un vrai souci, parce que même si ça ne coûte rien à la commune, ça coûte à notre société, cette affaire. Et il y a une règle, il y a une loi, et puis simplement, il faut la faire appliquer. Bien entendu, en incitant d'abord les gens à faire ça. Exactement de la même manière qu'on parle d'inciter les particuliers à faire des économies d'énergie. Alors, d'abord, moi, le cadre juridique que vous citez, je ne sais pas, on va regarder précisément parce que quand vous dites le maire est chargé de faire appliquer toute la loi sur la commune, oui, au même titre que les forces de gendarmerie, au même titre que le procureur, au même titre que le préfet, enfin, c'est une généralité, ça non, enfin, pardon, mais ce qui doit arriver. Et deuxièmement, pardon, mais je suis pas le supplétif, enfin, de ce point de vue-là, je vais pas aller faire le tour des commerçants pour leur dire « Ah, attention, vous n'avez pas respecté la loi, il faut éteindre la lumière. » Mais comment vous voyez l'action publique, monsieur C'est la Paillard? police municipale qui est chargée, au même titre que les infractions aux gens. Mais au même titre que on constate une infraction, je sais pas moi, une infraction au code de la route, au même titre qu'on constate, voilà. Et ça, je veux dire, c'est le droit commun, quoi. Et de la même manière que pour le code de la route, on fait des mesures de sensibilisation avec des panneaux qui disent aux gens vous roulez à 55 ou 110 km/h à tel endroit alors que c'est limité à 50. C'est exactement de même nature, monsieur. Ça, c'est la police. Pas tout à fait quand même, hein. Pardonnez-moi. Parce que vous voyez, un commerçant qui laisse sa vitrine allumée, il paye l'électricité. Donc, si l'électricité, il la paye 10 fois plus cher, à mon avis, il n'a peut-être pas besoin du maire pour lui conseiller de l'éteindre. Mais bon, c'est la différence de conception de l'action publique entre vous et moi. Moi, je suis plutôt libéral sur ce terrain-là et je fais confiance au signal prix. Vous considérez que la collectivité doit tout réglementer et doit tout contrôler. Monsieur le maire, la règle existe, c'est une loi. C'est une différence. C'est une loi, c'est un ensemble de décrets.
Alors, attendez, on va laisser parler monsieur Benazé qui a demandé la parole. Oui, le maire est responsable de tout déchet errant, même des crottes de chien. Et là, il ne faut pas pousser le bouchon un peu loin. Il se trouve que les commerces sont tenus par des commerçants, évidemment, et ils sont adultes. Et ils n'ont pas besoin du maire pour les inciter à faire des économies d'énergie. Tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi. Il est un fait certain que chacun d'entre nous, y compris les commerçants, sont responsables des économies d'énergie et de leurs propres économies. Alors, par contre, on peut agir d'une façon incitative, et vous l'avez dit, inciter les commerçants, non pas les obliger. On est d'accord. C'est exactement ce Exactement. Et c'est ce que vous avez dit. Par contre, Madame Macoupe a expliqué que on pouvait faire de l'information, de sensibiliser l'ensemble des gens, des habitants de la commune, à faire des économies d'énergie. C'est tout simple. Je ne vois pas pourquoi on en est au stade d'ergoter, là, aujourd'hui. Par contre, en commission, l'information que vous avez, M. Paillard, vous pouvez très bien nous la donner. On peut très bien en débattre. Puisque j'ai On peut réagi. très bien en débattre et en discuter. Alors, Le bon menu, dans le cadre de ces commissions. Après, ceci dit, enfin, on a peut-être un débat à avoir là-dessus, parce qu'il faut qu'on regarde. Parce que moi, vous voyez, bon, je regarde très rapidement. Dans son article 17, la décentralisation de la police des enseignes lumineuses. Hein, voilà, on parle de ça. Article 17 de la loi climat et résilience. Elle sera décentralisée, la police de ça sera décentralisée à compter du 1er janvier 2024. Ça veut dire que pour l'instant, je persiste à le dire, c'est une compétence de l'État. Voilà. Alors après, peut-être que vous avez des textes particuliers que je ne connais pas, mais à ce moment-là, faites-nous des patients, on va regarder ça de près. Mais je ne sais pas d'où vous sortez votre texte. Je vous le laisse, vous regarderez. La police des enseignes lumineuses, je suis désolé, c'est l'État. Bon. Voilà. Bon, alors, ceci étant dit, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3 abstentions. Et une ne prend pas part au vote pour M. Lala. Alors, ce qui se fait 4 abstentions, c'est ça, avec Madame Duro. Et Monsieur Lala ne prend pas part au vote. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a une 3e délibération, alors là, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est un peu une délibération d'opportunité concernant la taxe d'aménagement, et c'est Françoise Doisy, première adjointe, donc qui va la rapporter. Donc, il s'agit de reporter la répartition de la taxe d'aménagement, sachant que la loi de finances de 2022 prévoit qu'à compter du 1er janvier, les communes ont l'obligation de reverser à la Interco tout ou partie de cette taxe d'aménagement. Cependant, il y a une ordonnance du 14 juin 2022 qui a modifié les délais d'adoption des délibérations relatives à cette taxe d'aménagement, ce qui nous a permis d'avoir un délai supplémentaire qui a été mis à profit par le SICOVAL pour faire l'objet de discussions dans le cadre du pacte de confiance, qui est un pacte financier et fiscal. Donc, cette délibération est double. Elle nous permet de prendre acte du report calendaire d'application de la répartition de la taxe d'aménagement et ensuite de mettre au débat de ce pacte de confiance les modalités futures de reversement de la taxe d'aménagement. Donc, sachant, oui, j'ajoute juste que le SICOVAL a pris une délibération dans ce sens lors de son conseil syndical du 5 septembre 2022. Voilà, en gros, c'est une mesure un peu de prudence pour bien sécuriser juridiquement le fait que la commune restera bien tributaire de la TAM cette année.
Voilà. Y a-t-il des questions sur cette... Juste une remarque complémentaire, et d'autant plus importante que si on ne prend pas cette délibération, on ne peut pas percevoir la taxe en 2023. Après, il y aura probablement des arrangements, mais on a une limite qui est assez brutale. En fait, c'est peut-être pas aussi sûr que ça, mais pour pas prendre le risque, on la prend. C'est plutôt ça la motivation. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous en avons terminé. Je lève la séance et nous allons aborder les quelques questions qui ont été posées par le groupe Un Souffle Citoyen. Alors, il y avait une première question posée par M. Paillard concernant le futur lieu de déroulement du conseil municipal, donc avec la proposition de le faire dans la salle des anciens, salle du Bergeant. Voilà, donc écoutez, c'est en cours, on est en train d'aménager, il faut installer un certain nombre de choses. Voilà. Dès qu'on peut, on le fait. Parce qu'en fait, on a deux possibilités, prendre une mesure à titre exceptionnel ou prendre une mesure à titre définitif. Si les aménagements sont en cours, je vous proposerai volontiers de prendre une mesure à titre exceptionnel pour que, à condition bien entendu qu'on puisse prévoir que ça soit terminé pour le prochain conseil, pour éviter de repousser encore à un conseil suivant la tenue de ces délibérations. Si on est prêt, voilà, je ne sais pas, on sera prêt ou pas? Parce que ça, c'est déjà fait dans la salle des anciens. Mais il faut installer les micros. Ouais, voilà, on a besoin de micros, de son, il y a des choses à voir. Quoi. Bon, voilà. Écoutez, si on peut, on le fait. Si on ne peut pas, ce sera le conseil d'après. C'est de notre mieux. Voilà, c'est les services qui s'en occupent. Et moi, je peux installer les micros. Oui, parce que c'est bien une histoire d'accessibilité. Je crois que tout le monde connaît ici les difficultés que je rencontre. Je crois que tout le monde connaît aussi les difficultés que Guy Desbonnets rencontre pour se déplacer. Le cas s'est déjà produit pour d'autres conseillers municipaux et je pense qu'il est vraiment temps, enfin ça fait quand même longtemps qu'on en parle, il est vraiment temps qu'on arrive à faire en sorte que cette salle de conseil devienne accessible. Ceci dit, l'autre salle n'est pas non plus accessible au PMR, malheureusement. Oui, non. Ça nécessite des travaux quand même. Ouais. Je peux me permettre. Oui, Cynthia. Ce que je tenais à dire aussi, c'est que l'équipe, elle est quand même soucieuse de ce problème-là. On en discute, c'est pour ça qu'il y a une commission qui a été montée, c'est qu'on est soucieux de ces problèmes-là. Donc on le traite et après on a un budget aussi à tenir. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Donc on ne peut pas faire tout de suite non plus, ça c'est pas possible, mais on en discute. Et je vous l'ai dit sur ma réponse, comme quoi en commission on en discuterait également. Notamment pour la deuxième question qui a été posée sur les places PMR à l'extérieur du marché. Voilà. Pour information, ça a été même traité avec la direction du service technique, notre espoir de PMR. Donc on aura le retour très prochainement. Je pense que c'est important, c'est pas que moi qui suis en jeu, c'est vraiment une question tout à fait, ce que vous avez relevé notamment pour les places PMR en extérieur pendant le marché le dimanche, effectivement c'est important de le relever. Il n'y a pas de souci. On s'en préoccupe. On se réunit tous les 3 mois et on s'en préoccupe. Je repose cette question parce que c'est une question que j'ai déjà posée il y a plus d'1 an sur les places de marché. Moi, ça ne pas venu jusqu'à moi. Je suis désolée. Voilà, elle a déjà été posée en commission ou en conseil. Moi, ça n'est pas venu jusqu'à moi. Je vous aurais répondu. On vous rassure, ça a été posé mardi. Elle nous l'a demandé. Tout a été fait au niveau du. Donc, on attend les réponses des agents. Dans la mesure où j'ai les questions, généralement, j'essaie d'y répondre assez rapidement. Si au bout d'1 an, je ne vous ai pas répondu, c'est que ce n'est pas venu à moi. Ça vous est pas arrivé. Voilà. Cynthia est très efficace. Alors déjà, elle anime une commission d'accessibilité sur la commune de manière très active. On a dégagé un budget, d'ailleurs, tous les ans pour réaliser des travaux régulièrement. Travaux, et puis on a organisé également une journée sensibilisation qui sera prévue pour le 18 novembre. Le 18 novembre. Voilà. Donc, c'est que quand même, on est particulièrement préoccupé par ça.
Voilà. Et il y a beaucoup à faire surtout. Non, mais je le maire, juste, mais on peut peut-être en parler en commission si un jour vous souhaitez que je vous donne des pistes. Je pense qu'il peut être utile sur les places TMR de rappeler que c'est 135 € pour quelqu'un qui s'installe sur la place PMR alors qu'il n'a pas le macaron. Et je vais un tout petit peu plus loin, c'est qu'on a des zones 30 ici dans la commune, dont toute l'avenue ici devant la mairie, et qu'on manque se faire écharper assez régulièrement en traversant ici dans les clous ou hors des clous, et que peut-être aussi faut-il rappeler qu'une zone 30, c'est priorité piéton, et que, je veux dire, c'est peut-être simplement des petits panneaux qui permettraient justement de rappeler aux gens que c'est de l'incitatif, c'est de la sensibilisation. Alors, sur ce sujet, Cynthia... Pour les panneaux, je vais vous répondre, de façon qu'on le mette ou pas, 135 €, ils le prendront une fois, peut-être qu'ils s'y remettront pas ou pas. Ça appartient à chaque personne, si elle a payé des amendes. Et on va quand même mettre des panneaux qui ont été offerts gentiment par le Lions Club, parce que je vous ai répondu également par mail, où il y a marqué « Si tu veux ma place, prends mon handicap ». Ça, je pense que c'est quand même un slogan qui marque quand même, je pense, bien plus que les 135 € d'amende, me semblerait-il. Maintenant, ça appartient à chaque individu aujourd'hui de se dire « Je ne me garde pas là, c'est un respect ». Tout le monde ne l'a pas, malheureusement. C'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, il y aura 10 panneaux qui seront placés sur les places PMR. Et on choisira en commission lesquelles nous semblent pour nous importantes. On ciblera. Voilà. Merci Cynthia. Madame Macou, vous aviez posé un certain nombre de questions aussi. Oui, je voulais avoir un point sur l'état d'avancement du dossier de résidence senior. Où en est le projet prévu, planning de réalisation envisagé? Parce que j'ai vu sur une des maquettes exposées en France qu'il y avait des petits bâtiments qui avaient surgi à l'emplacement. Donc, je me disais que ça devait être avancé. Alors, c'est en cours. Nous avons discuté avec le promoteur qui avait signé le compromis de vente de ce terrain, donc en 2020, avant notre arrivée. Donc, nous avons discuté avec lui pour redimensionner le projet à la baisse, parce qu'on était sur un choix politique différent de densité un peu moindre. Donc, ces discussions aujourd'hui sont achevées, donc on est d'accord sur un projet. Nous avons saisi le service des domaines pour refaire une estimation du prix du foncier pour pouvoir mettre en place les opérations de cession. Voilà, donc là c'est en cours, ça se fait en ce moment. D'accord. Lors du conseil municipal du 7 juillet, vous nous aviez dit qu'il y aurait une réunion de l'ensemble du conseil municipal et du conseil des sages dans le cadre du projet centre-ville. Est-ce que cette réunion est fixée? Voilà. Oui, le 17 octobre de mémoire, Lucas, c'est ça? La veille, le 18 même. Le 18 même. On aura un petit message. Alors je trouve. De toute façon, tous les conseillers seront conviés. Hein. Oui, d'accord. Mais c'est ce que vous aviez annoncé. Les invitations sont en train d'être préparées. Voilà. C'est Lucas qui suit ça de près. De la même manière, sur le même sujet, les dates prévues des réunions de restitution de la première concertation qui a eu lieu sur le projet centre-ville et de consultation de la population à venir, est-ce que c'est fixé? Oui. Alors, ce qui est prévu, en fait, c'est que, en même temps que la convocation à la prochaine réunion, qui aura lieu, qui est programmée au mois d'octobre, le 19 ou 20 fin octobre. Donc, le compte-rendu sera adressé en même temps. Et puis voilà. On en sera destinataire aussi, alors. Le compte-rendu. Vous étiez. Oui, bien sûr. Le compte-rendu des productions, des propositions des habitants. Bien sûr, bien sûr. Enfin, des propositions de compte-rendu de cette réunion de juin. Oui, de cette réunion. D'accord. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi, c'est 19 ou 20 octobre? Ou pas encore fixé? Tout à fait. Alors, c'est 19, non? Attendez, je vais vous dire. C'est le 19. Il me semble que c'est le 19 de mémoire. Oui, c'est le 19.
Ok, je vous remercie. Ouais, c'est ça, le 19. Alors, compte tenu du succès de ces réunions, qui est vraiment important, nous avons beaucoup de participants. Il n'est pas impossible qu'on fasse 2 groupes pour éviter pour des questions d'accessibilité, de sécurité, conditions d'accueil. Ouais. Voilà, d'autres questions? Pas de questions de la part du public, un peu clairsemé, mais du nombre public. J'ai déjà fait. Bon, alors, je lève la séance formellement, sinon je vais me faire gronder comme un ce qui serait quand même dommage. Donc, je vous en prie, vous avez la parole. Si Monsieur Massardier, pas bien. Très bien. Oui, Michel. Moi, je voulais parler un peu de la fête Chalkens, qui a été quand même. Qui a été un grand succès. Pour moi, voilà, l'ancienne municipale et toutes les personnes, féliciter le comité des fêtes aussi pour cette organisation.